Il y a des berceaux où le sommeil n'existe pas. Pas de berceuse, pas de bras tranquilles, seulement le bourdonnement de la peur. Avant même d'apprendre à parler, certains enfants apprennent à guetter. Leurs yeux s'ouvrent trop tôt, leur cœur bat trop vite. L'air autour d'eux n'est jamais sûr, chaque bruit devient une menace, chaque silence un piège. Le berceau devient un poste de surveillance. La vie commence sous alarme. Les neuroscientifiques Solac le savent. Quand un nourrisson grandit dans un environnement instable, son cerveau se programme pour la survie. Le système limbique, siège des émotions, s'allume comme une torche. L'amygdale enregistre chaque détail du danger. La tonalité des voix, les gestes brusques, les portes qui claquent. Le cortex préfrontal, encore trop jeune pour raisonner, ne fait qu'obéir. Résultat, le corps devient radar. Le bébé sent avant de comprendre. Et cette hypervigilance, une fois apprise, ne s'oublie plus. C'est ce que les psychologues appellent le syndrome du nourrisson en alerte. Il ne pleure pas toujours. Il observe. Il se fige. Il comprend que le bruit attire la tempête. Alors il devient silence. Mais derrière ses yeux immobiles, tout vibre. Son petit cœur bat au rythme du chaos extérieur. Le moindre changement d'intonation le fait sursauter. Il dort avec les poings fermés, comme s'il savait que la paix est un luxe dangereux. Jung aurait vu là la naissance du guerrier intérieur. L'enfant veilleur, celui qui porte la conscience du foyer à la place des adultes. Il ne joue pas, il analyse. Il n'explore pas, il calcule. Son instinct, plus affûté que celui d'un soldat, détecte les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Il devient le gardien invisible de son propre monde. Mais ce don est une malédiction, car personne ne devrait porter l'armure avant d'avoir appris à marcher. Dans la mythologie grecque, on racontait qu'Hermès, à peine né, volait déjà pour survivre. Il avait compris que le monde appartenait aux rusés, pas aux innocents. L'enfant en alerte vit la même initiation. Il découvre trop tôt que la naïveté tue. Alors il l'abandonne. Il troque la curiosité contre la prudence. Il observe tout, mais ne s'abandonne jamais. Son sourire devient façade, son regard, arme de défense. Les neurosciences confirment ce que la sagesse ancienne pressentait. L'enfant exposé au stress chronique développe un axe hypothalamo-surrénalien hyperactif. Son organisme sécrète du cortisol en continu. Ce poison discret façonne le cerveau, fragilise le système immunitaire, accélère la croissance de l'amygdale. Autrement dit, le danger devient biologie. Même dans le calme, son corps continue à combattre. Ce qu'on prend plus tard pour du courage n'est souvent qu'une mémoire. Il ne s'agit pas d'une force naturelle, mais d'une adaptation. Ces enfants deviennent calmes sous la peur, efficaces dans le chaos, lucides dans la nuit. On les appelle matures pour leur âge, solides, autonomes. Mais personne ne voit la vérité. Ils sont simplement restés en mode survie. Leur nerf remplace la tendresse. Leur lucidité, un bouclier contre la folie. Le bouddhisme parlerait ici du karma de la vigilance, une âme contrainte de rester éveillée dans un monde endormi. Ces enfants ne rêvent pas. Ils veillent. Leur innocence est une armure fissurée par la peur. Leur esprit, une forteresse toujours habitée par un garde invisible. Même quand ils rient, une partie d'eux écoute les pas derrière la porte. Le plus tragique, c'est que cette alerte devient identité. Grandissant, ils ne savent plus vivre sans tension. Le calme les angoisse. Le silence leur rappelle l'attente du cri. Ils cherchent inconsciemment des situations où le danger renaît, car c'est la seule chose qu'ils maîtrisent. Le monde sans menace leur semble faux, artificiel, trompeur. La paix pour eux n'est pas une promesse, mais une embuscade. Et pourtant, derrière cette hypervigilance, il y a un cœur d'enfant qui n'a jamais dormi. Un être minuscule, qui aurait voulu baisser la garde juste une nuit, mais personne n'a veillé pour lui. Alors il s'est veillé lui-même. Il est devenu son propre parent, son propre soldat. L'alerte s'est gravée dans son souffle, dans ses rêves, dans ses gestes. Même adulte, il continue de surveiller le monde, espérant qu'un jour, enfin, il puisse s'endormir sans craindre le bruit du monde. Le berceau est vide depuis longtemps, mais l'alarme continue de sonner à l'intérieur. Il ne dort jamais vraiment. Même les yeux clos, son esprit reste debout. Dans la nuit, chaque craquement devient alerte, chaque ombre un scénario de menace. L'enfant sentinelle ne croit pas au hasard. Il lit le monde comme un code secret où tout présage une tempête. Son cerveau est un radar en surchauffe. Il enregistre, classe, anticipe. Rien ne lui échappe, pas même le changement de respiration d'un adulte derrière une porte. Les neurosciences appellent cela l'hypervigilance adaptative. C'est la conséquence d'un stress prolongé pendant les premières années de vie. Le cerveau, bombardé d'adrénaline, apprend à considérer tout événement comme une question de survie. Le moindre bruit active l'amygdale. Le corps réagit avant même que la pensée ait le temps d'exister. C'est un réflexe animal perfectionné, voir avant que le danger ne frappe. Le problème, c'est que le danger n'a jamais cessé, même quand il n'existe plus. L'enfant sentinelle vit dans une illusion de maîtrise. Il observe tout, contrôle tout,
anticipe tout. Il devient le stratège de son propre foyer. Chaque regard parental, chaque silence, chaque porte qui claque, forme une équation qu'il résout à chaque seconde. Il ne joue pas, il analyse. Il n'attend pas, il prévient. Cette lucidité constante lui donne un pouvoir étrange, celui de prédire le chaos. Mais ce pouvoir le dévore. Dans les mythes anciens, on disait que certains enfants naissaient avec l'œil de la nuit. Capables de sentir les forces invisibles, ils étaient bénis et maudits à la fois. L'enfant sentinelle est l'héritier de cette malédiction. Il sent ce que les autres refusent de voir, la tension, la colère, la peur. Il absorbe tout comme une éponge émotionnelle. Et plus il absorbe, plus il s'oublie. Sa vie intérieure se réduit à une mission, protéger. Les chercheurs en psychologie du trauma expliquent que cette vigilance constante use le système nerveux comme un moteur tournant sans repos. Le cortisol, hormone du stress, inonde le sang. La mémoire se fragmente, la concentration devient fragile. Le cerveau vit dans le futur, jamais dans le présent. Il prépare sans cesse la prochaine menace. Même quand rien ne bouge, il reste prêt. Cette alerte permanente se traduit par des gestes minimes. Mâchoire serrée, respiration coupée, mains toujours prêtes à se tendre ou se cacher. L'enfant sentinelle développe un 6e sens du danger. Mais ce don le condamne à ne jamais se détendre. À l'école, il observe plus qu'il ne participe. À la maison, il surveille les humeurs au lieu de rêver. Il devient l'adulte miniature, le gardien de la paix instable. Et quand les adultes s'effondrent, c'est lui qui les ramasse en silence. La parentification psychologique commence ici. Il se transforme en bouclier humain. Dans la symbolique jungienne, il incarne le gardien du seuil, celui qui se tient entre la lumière et les ténèbres, empêchant le chaos d'engloutir le foyer. Mais chaque gardien finit par s'user. L'enfant, épuisé par la peur, oublie qu'il a le droit de vivre sans alerte. Il confond vigilance et existence. Il croit qu'il n'existe que tant qu'il protège. Les traditions bouddhistes disent que la conscience non apaisée devient souffrance. L'enfant sentinelle vit exactement cela. Sa conscience, en hyperactivité, capte tout. Les bruits, les odeurs, les micro-gestes, les émotions des autres. C'est un don de survie devenu torture. Son cerveau fonctionne comme une tour de contrôle sans repos, scannant sans cesse l'horizon émotionnel. Il connaît les dangers avant qu'ils n'apparaissent, mais il ne connaît pas la paix. Et cette hyperconscience grandit avec lui. À l'âge adulte, elle devient intuition extrême, sensibilité aiguë, empathie dévastatrice. Il ressent les tensions d'une pièce avant qu'on parle. Il devine les blessures cachées. Les autres l'admirent pour sa lucidité, sans comprendre qu'elle vient d'un traumatisme. Il ne lie pas les âmes par sagesse, mais par nécessité. Voir, c'était survivre. Les scientifiques parlent d'une neuroplasticité du danger. Les circuits du stress deviennent si intégrés qu'ils se déclenchent automatiquement. Même l'amour devient suspect. Même la douceur semble fausse. L'enfant sentinelle ne fait pas confiance à la lumière, car elle a souvent annoncé l'orage. Et pourtant, dans ce chaos intérieur, subsiste un espoir, celui du repos. Parfois, dans un instant de calme, il sent quelque chose d'inédit, une paix qu'il n'avait jamais reconnue. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais d'un espace enfoui, sous les couches de peur. C'est là que commence la guérison. Le moment où la sentinelle baisse la garde pour la première fois. Mais pour y parvenir, il faudra d'abord comprendre comment son corps a été programmé pour l'alerte, et comment désactiver le système sans éteindre la vie. Il vit dans un corps qui ne connaît pas le repos. Chaque muscle est un guetteur, chaque battement de cœur une sirène. Même en apparente tranquillité, quelque chose à l'intérieur reste prêt à fuir. Ce n'est pas une habitude, c'est un conditionnement biologique. Le corps de l'enfant qui a dû se protéger seul a été forgé par la peur, entraîné comme un soldat sans guerre. Il dort léger, mange avec prudence, respire à moitié. Il n'a jamais appris la détente, seulement la survie. Les neurosciences décrivent ce phénomène comme une hyperactivation du système nerveux autonome. L'amygdale, centre du danger, reste survolté. L'axe hypothalamo-hypophysaire envoie en continu le signal d'urgence. Le corps inonde le sang de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones, utiles pour fuir un prédateur, deviennent poison quand elles ne s'arrêtent jamais. Les artères se contractent, les muscles se durcissent, le sommeil s'effrite. L'enfant sent tout le temps. Même le silence devient suspect, ce qui, chez d'autres, est réflexe momentané, un sursaut avant la fuite, devient chez lui un état permanent. Le corps ne sait plus faire la différence entre danger et vie normale. La survie devient une identité. Ce qu'on appelle plus tard anxiété n'est souvent qu'une alarme ancienne qui n'a jamais été désactivée. Le corps, fidèle à sa mission, reste en veille. Et la veille devient existence. Des chercheurs de l'Université de Genève ont montré que le stress chronique de l'enfance modifie la structure même du cerveau. L'amygdale s'élargit, le cortex préfrontal s'affaiblit. Cela signifie que la peur devient plus forte que la raison.
Même adulte, le corps réagit avant la pensée. L'enfant en alarme n'a pas seulement peur du danger, il est devenu le danger. Son organisme vit comme si chaque minute comptait. Les traditions spirituelles voyaient cela comme une possession, l'esprit capturé par l'instinct. Dans le bouddhisme, on dirait que le feu intérieur a consumé le calme. L'énergie vitale, au lieu de circuler, tourne en boucle. Le souffle devient court, la voix s'éteint. Les gestes se font précis, économes, calculés. C'est le corps d'un être qui ne veut pas déranger le monde, mais qui le surveille sans cesse. Le paradoxe, c'est que ce corps paraît souvent fort, endurant. On admire sa résistance, mais cette force est une illusion. Ce n'est pas la solidité, c'est la tension. Une corde tirée depuis trop longtemps finit par se rompre. Les maladies chroniques, les troubles digestifs, les insomnies, les migraines sont les cicatrices invisibles de cette guerre silencieuse. Chaque symptôme est une alarme qui ne trouve pas de repos. L'enfant, devenu adolescent, garde ce corps prêt à tout. Il apprend à anticiper les colères, à lire les visages, à deviner les climats émotionnels. Il devient expert en prévention du chaos. Et ce talent, à première vue admirable, l'emprisonne. Il vit dans un futur hypothétique. Le prochain danger, la prochaine trahison, la prochaine chute. Le présent, pour lui, n'existe pas. La psychologie du trauma parle ici de boucles d'hyperarousal, des cycles où le système nerveux refuse la neutralité. Même dans la tendresse, il reste en défense. Une caresse peut activer la même réaction que la menace. Le corps a oublié comment se rendre. L'amour devient un exercice de tolérance sensorielle. Les anciens mystiques disaient que le corps est un temple où les dieux dorment. Chez lui, les dieux ne dorment jamais. Ils veillent, et ce culte de la vigilance, il le paie en silence. Son cœur bat plus vite, ses mains tremblent, parfois sans raison. Son souffle s'interrompt dans les moments heureux, car même le bonheur semble dangereux. Mais dans cette hypervigilance se cache une sagesse détournée. L'enfant sait écouter ce que les autres ignorent. Il sent les vibrations, les déséquilibres, les tensions. Sa peur est devenue une forme d'intelligence. Jung dirait qu'il a éveillé une partie de l'ombre, la conscience du danger caché dans le monde. Mais cette conscience doit être transcendée, non adorée. Car sans paix, la lucidité devient folie. Réapprendre à vivre dans un corps qui ne connaît que la guerre, c'est comme enseigner à un soldat à marcher pieds nus dans l'herbe. Il faut d'abord lui prouver que le sol n'est plus piégé. Le rituel du désarmement commence par là. Respirer lentement, comme si le monde pouvait être sûr. Et pourtant, la vraie guérison ne viendra pas seulement de la respiration, mais du pardon accordé à ce corps vigilant. Il n'a jamais été l'ennemi, seulement le gardien. Il a crié si longtemps qu'il ne sait plus se taire. Mais un jour, si on l'écoute vraiment, il n'aura plus besoin d'alerter. Il n'a pas choisi le combat. Il y a été jeté, nu, minuscule, les yeux encore pleins de rêves. Pourtant, très tôt, il comprend que la douceur ne suffit pas à survivre. Alors il forge une armure psychique, pièce après pièce, à coups de silence et de vigilance. Ce qu'on appelle maturité précoce n'est qu'une adaptation à la peur. Le petit guerrier naît lorsque l'enfance meurt avant l'heure. Son esprit fonctionne comme une forteresse. Aucune émotion ne sort sans autorisation. Il analyse, prévoit, calcule. Chaque sourire devient une énigme, chaque main tendue, une stratégie à décoder. Il ne croit plus à la bienveillance du monde. Il la teste, et chaque fois qu'il a raison de douter, son armure se renforce. Le petit guerrier ne pleure pas, il observe. Il ne se plaint pas, il endurcit son cœur jusqu'à le rendre indestructible. Les psychologues parlent de résilience défensive. Une résilience qui n'est pas croissance, mais fermeture. Le cerveau apprend à survivre en isolant la douleur, en anesthésiant les émotions, en érigeant la raison comme mur de feu. Ce n'est pas de la sagesse, c'est du contrôle. Et plus le contrôle grandit, plus la peur s'enfouit profondément. Il devient adulte trop vite, vieux avant le temps. Dans la mythologie, c'est Achille enfermé dans son armure d'or. Invincible, mais incapable de toucher le monde sans risquer de se blesser. L'enfant guerrier vit dans la même tragédie. Chaque geste de protection l'éloigne un peu plus de la tendresse. Il gagne la bataille, mais perd le droit à la paix. Et personne ne le remarque, car il a l'air fort. On le félicite, on l'admire, on dit qu'il est courageux. On ne voit pas qu'il se consume en silence. Les neurosciences appuient cette idée. Un enfant exposé au stress prolongé développe une suractivation du cortex singulaire antérieur, la zone du cerveau liée à l'autocontrôle et à la culpabilité. Cela signifie que même dans la sécurité, il se sent responsable de tout. Si quelque chose tourne mal, il croit que c'est de sa faute. La peur devient devoir. Le monde, un champ de responsabilité infinie. Dans la philosophie stoïcienne, on dirait qu'il incarne la vertu de la vigilance absolue. Mais cette vertu devient vice quand elle étouffe le cœur. Le petit guerrier ne sait pas se détendre, car il associe la paix à la faiblesse. L'abandon lui semble mortel. Alors il se tient droit, même dans le sommeil, même dans l'amour. Sa psyché vit dans une tension sacrée.
protéger ou disparaître. Le bouddhisme parlerait ici du poison de l'effort, cette illusion selon laquelle la volonté peut remplacer la sérénité. L'enfant en alerte croit qu'il doit mériter chaque respiration. Il se punit d'exister en cherchant sans cesse à réparer un monde qu'il n'a pas brisé. Il devient sauveur, médiateur, protecteur. Son empathie est une arme. Il sent la douleur des autres avant la sienne, et s'en nourrit comme d'une mission divine. Mais derrière cette bonté héroïque, il y a une fatigue cosmique. Le petit guerrier porte en lui une solitude noble, celle des gardiens silencieux. Il ne demande rien, ne se plaint jamais. Il sourit pour rassurer, même épuisé. Ce masque devient son identité. Jung dirait qu'il s'est identifié à son archétype de défense, oubliant le soi vivant derrière le rôle. Le héros qu'il est devenu cache l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être. Les anciens mythes nordiques parlaient de ces enfants de fer, nés pendant les tempêtes, qui ne craignaient ni le froid, ni la douleur. Mais ils oubliaient que même le fer rouille. Et quand le petit guerrier se fissure, quand la fatigue perce la carapace, il découvre une vérité terrifiante. Il n'a jamais su qui il était en dehors du danger. Les thérapeutes disent que la guérison commence quand le guerrier accepte de poser ses armes. Mais comment désarmer sans s'effondrer? Comment baisser la garde quand le monde a toujours été un champ de bataille? Il faut lui apprendre une langue nouvelle, celle de la sécurité intérieure. Le petit guerrier doit comprendre que la force n'est pas dans la tension, mais dans la conscience, que l'ennemi n'est plus dehors, mais dans l'ombre de ses réflexes, et que le courage ultime, ce n'est pas de résister, c'est de se permettre de vivre sans alarme. Le danger ne se manifeste plus à l'extérieur. Il habite désormais dans la respiration, dans les gestes, dans ces minuscules secousses que personne ne remarque. L'enfant devenu sentinelle porte l'alerte en lui, comme une flamme cachée sous la peau. Le monde le croit calme, mais son corps parle une autre langue. Chaque battement de cœur est un message codé. Reste prêt. Il ne sait plus comment vivre sans anticipation. Il est toujours à une seconde de fuir. Les signes sont subtils, presque invisibles. D'abord, il y a la raideur du corps, cette tension silencieuse qui s'installe dans les épaules, la mâchoire, la nuque. Même au repos, les muscles sont en défense. Les scientifiques appellent cela une hypertonie de vigilance. C'est le corps qui continue de guetter, incapable de croire à la paix. Puis vient le souffle coupé, cette habitude de retenir l'air avant chaque phrase, chaque geste, comme si respirer pleinement pouvait attirer le danger. Le regard aussi trahit l'alerte, ses yeux qui balayent l'espace, toujours à la recherche d'une issue. Cette incapacité à se concentrer trop longtemps sur un visage ou un objet, ce n'est pas de la distraction, c'est une stratégie. Surveiller l'horizon émotionnel. Les thérapeutes du trauma décrivent le phénomène comme une dissociation oculaire. Le regard se déplace avant que la peur ne monte. Il fuit sans quitter le corps. Un autre signe, l'hypersensibilité au bruit. Un verre qui tombe, une porte qui claque, et tout le système nerveux se contracte. Le cœur s'emballe, la peau se hérisse, les pensées s'effacent. L'enfant du danger vit dans un monde sonore amplifié. Les neurosciences expliquent que le thalamus, responsable du filtrage sensoriel, devient hyperactif. Le cerveau, incapable de trier, capte tout. Il ne vit pas la réalité, il la subit. Mais il y a pire, le besoin de tout contrôler. Il vérifie les portes, les messages, les regards. Il anticipe les réactions, prépare les réponses avant même qu'on lui parle. Ce n'est pas un tic, c'est un rituel de survie. Tant qu'il contrôle, il croit qu'il est à l'abri. Le moindre imprévu devient une menace. La spontanéité, un luxe réservé aux autres. Le plaisir, une perte de vigilance. Dans la mythologie, ces signes ressemblaient à ceux des oracles maudits, des êtres condamnés à sentir le futur, mais incapables d'en profiter. L'enfant de l'alerte vit la même tragédie. Il pressent les tempêtes émotionnelles, mais ne sait pas profiter du soleil. Son intuition, don précieux, devient une malédiction sensorielle. Les psychologues appellent cela le syndrome du contrôle hyper-adaptatif. Ces individus semblent parfaits, organisés, ponctuels, attentifs. En réalité, chaque geste est une défense. Ils planifient pour ne pas paniquer. Ils s'occupent pour ne pas sentir. Ils prennent soin des autres pour ne pas affronter leurs propres peurs. Et quand on les complimente, ils sourient, mais au fond, ils tremblent. Car être vu, c'est risquer d'être vulnérable. Les traditions mystiques voyaient dans cette alerte permanente la trace d'un déséquilibre entre l'esprit et la matière. Le corps reste dans la guerre pendant que l'âme cherche la paix. Le résultat est une existence en décalage, toujours ailleurs, jamais ici. Même dans l'amour, ils guettent en l'effondrement. Même dans le bonheur, ils surveillent la sortie. Leur paix la plus sincère reste conditionnelle, jusqu'à ce que le danger revienne. Et pourtant, ces signes, lorsqu'ils sont reconnus, peuvent devenir les clés de la libération. Car l'alerte n'est pas un ennemi, c'est une mémoire. Le corps ne fait que rappeler l'histoire qu'on refuse d'écouter. La guérison ne commence pas en luttant contre ces signes, mais en les observant sans peur. Voir sa propre vigilance, c'est déjà l'apprivoiser.
Les bouddhistes enseignent que la conscience est un feu qui purifie tout ce qu'elle éclaire. L'enfant du danger doit apprendre à regarder sa peur sans jugement, à la remercier d'avoir protégé sa vie, puis à la laisser partir. Chaque tremblement devient un message, chaque sursaut une prière. Il n'est plus le prisonnier de l'alerte, il en devient le témoin. Car au fond, ces signes n'ont jamais voulu le détruire. Ils ont voulu le garder en vie. Mais maintenant que le monde a changé, il doit apprendre à vivre sans soldat intérieur, à respirer sans permission, à exister sans alarme, à redevenir un corps qui ne guette plus, mais qui sent. Désapprendre la peur n'est pas un acte, c'est une lente mue. Le corps tremble, la mémoire résiste, mais quelque part, sous les ruines de la vigilance, une paix inconnue attend. L'enfant qui a dû se protéger seul ne sait pas ce que signifie baisser la garde. Pour lui, la détente ressemble à la mort. Pourtant, c'est précisément là que commence la Renaissance, dans le geste minuscule où il accepte de respirer sans se justifier. Les neurosciences parlent de rééducation du système nerveux. Il ne s'agit pas de supprimer l'alarme, mais de lui apprendre que le danger est passé. Le cerveau, saturé de cortisol depuis l'enfance, doit réapprendre à reconnaître la sécurité. Cela se fait par des micro-expériences, un regard bienveillant, une voix stable, une étreinte lente. À chaque fois que le monde ne s'effondre pas, une synapse se reforme. La paix devient apprentissage cellulaire. Mais pour cela, il faut d'abord rompre le pacte intérieur avec la peur. Cet accord tacite qui dit « Si je reste vigilant, rien de pire n'arrivera ». Le désarmement commence par la trahison de cette phrase. Il faut oser croire que l'amour n'est pas un piège, que le calme n'annonce pas la tempête. Ce n'est pas une foi naïve, c'est une foi courageuse, celle qui affronte l'idée qu'on puisse vivre autrement que sur le qui-vive. Les traditions mystiques appellent cela la descente dans le cœur. Ce n'est pas un retour en arrière, mais un passage. Le guerrier intérieur, fatigué, s'assied enfin. Il comprend que le monde n'a pas besoin de sa vigilance constante. Jung aurait dit qu'il entre en dialogue avec son ombre, qu'il reconnaît le gardien non comme un ennemi, mais comme un enfant apeuré. Car ce soldat intérieur n'a jamais voulu détruire la vie, il voulait seulement la protéger. Le rituel du désarmement est un acte spirituel, il commence dans le souffle, inspirer sans craindre, expirer sans se justifier. L'enfant sentinelle apprend que le silence peut être sûr, que le calme n'est pas la veille du chaos. Chaque respiration devient un mantra. Je peux vivre sans alarme. Ce mantra, répété, reprogramme les nerfs. Le système parasympathique reprend le pouvoir. Le cœur ralentit, la peau s'adoucit, le monde reprend sa taille réelle. Les moines tibétains disent que la paix est un animal sauvage. Si on la chasse, elle fuit. Si on s'assied, elle vient d'elle-même. Le petit guerrier doit apprendre cette patience. Il ne s'agit pas de supprimer la peur, mais de lui offrir un abri. Lui dire « Tu peux te reposer, je suis vivant maintenant ». Le corps, alors, commence à guérir. Les mains cessent de trembler, les yeux cessent de chercher la sortie. Et un jour, sans avertissement, quelque chose change. Le monde ne semble plus hostile. Le vent n'annonce plus le danger. Les sons reprennent leur vraie forme. Le cœur bat encore vite parfois, mais sans panique. Il comprend qu'il n'a jamais été l'ennemi du monde, seulement un enfant qui voulait rester vivant. Dans la mythologie, les héros déposaient leurs armes à la fin des guerres sacrées. Non par faiblesse, mais parce que la victoire n'était plus nécessaire. Le vrai courage, c'est cela, survivre sans combat, vivre sans se préparer à mourir. Le rituel de désarmement n'est pas spectaculaire, c'est un geste invisible. Fermer les yeux et croire que personne ne viendra frapper. Le bouddhisme dirait qu'à cet instant, la vigilance se transforme en conscience. Ce n'est plus une alerte, mais une présence. Le même feu qui brûlait devient lumière. L'enfant sentinelle cesse d'être un soldat, il devient témoin. Et dans ce témoignage silencieux, il découvre ce que signifie enfin être vivant. Ne plus défendre son souffle, mais le laisser aller. Alors, pour la première fois, il s'endort sans peur, et le monde, autour de lui, ne s'effondre pas.